Alors, j'ai commencé The Bear cette semaine. Ah, les gars, c'est ça, je suis toujours en retard. Alex, toujours en retard. Parce que c'est un A qui laisse penser que vous avez déjà vu les 3 saisons. Et Ah oui. Eh oui! Moi, j'ai 2 épisodes. OK. Je progresse. Ouais. Les 2 plus épuisants. Ouais, parce que c'est ça. On Ça fait reste- ça. On- Il y en a quelques-uns qui sont épuisants. Oui, c'est vrai. Oui. Il y en a un, je pense, saison 2, il y en a un qui est particulièrement épuisant. OK. Mais c'est sûr qu'au début, on t'envoie ça, là, C'est assez frontal. c'est frontal. Puis on regarde ça en couple. Puis moi, c'est ça, ma blonde était comme, je sais pas si je vais aimer ça. Mais je vais lui dire, patience, chérie, ça va être un peu plus digeste. Ça va quasiment basculer dans l'excès inverse. Ça va presque Slow. devenir contemplatif. On va passer du fast au slow. Ouais. Là, je sais pas si vous remarquez, le nombre d'allusions alimentaires que je fais à la minute, c'est très impressionnant. Là, ça fait 1 minute, là. Non, mais slow, digeste. Fast. Ah, Je suis ok, dans ma zone. d'accord. Je suis dans ma zone. D'accord. Je suis dans mon domaine aussi, il faut dire. ouais. Bon, parce que donc je voulais en profiter pour me vanter là, que j'ai une vie culturelle, si en retard soit-elle. Et comme vous le savez, ben, les vacances s'en viennent et tout. Je trouve que c'est toujours un bon moment pour comme donner des idées, d'affaires à regarder Oui, au monde. Fait que de diplomate. Il faut regarder ma série préférée Ah, je l'ai pas vu. des C'est 2 dernières quoi? années, de diplomate. de diplomate. Ouais. D'abord, donne-nous 2. C'est où? La trame, ça se passe, écoute, c'est une Ça a l'air bon. hein? une femme qui travaille pour, c'est une femme qui travaille pour le service de renseignement américain, dont le mari est un ambassadeur des États-Unis, qui est elle-même nommée ambassadrice des États-Unis à Londres. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais là, ça déboule. Elle a été placée là parce que, à son insu, il y a des gens qui ont des visées pour elle et c'est vraiment palpitant. C'est une histoire de géopolitique internationale. C'est sur quelle C'est sur plateforme? Netflix. Oh, Netflix. Oui, Connaissez-vous c'est ça? vraiment, vraiment bon. Ah ouais. Oui. Bon, de diplomate. Ouais, moi, je vais vous aiguiller vers Severance. Ah, Alors, ça, c'est sur Apple TV. La 2e saison sort à la fin du mois de janvier. Et puis la première saison... puis on a attendu longtemps parce que je pense que ça fait 3 ans que la Ah première ouais, ok. saison est sortie. Ça fait... on a mijoté longtemps. non, mais... Comprends-tu la poète. L'alimentaire. Oui, c'est ça. Alors, puis Severance, c'est... en fait, c'est une dystopie où l'histoire se passe dans un monde où on a réussi à développer une technologie. On est capable de séparer dans le cerveau des gens ta vie au travail et ta vie à la maison. Ah, Alors, ce sont 2 entités séparées qui vivent. C'est dans le même corps, mais tu as OK. l'individu au Mais c'est pas travail. comme ça pour vous autres? Puis l'individu, ben c'est ça. Je Non. pense qu'il y a un commentaire. Il y a- Il y a comme un, il y a comme un commentaire. C'est pas comme ça que vous vivez? Non. Alors, D'accord, puis Severance. c'est excellent. Vraiment, là, c'est super bon. Alors là, non, les gars. je me ronge les ongles d'attente en attendant la 2e saison. Parfait. Puis pour ceux qui sont en retard comme moi, The Bear, c'est sur Disney+. Ouais, c'est très bon, de Bear. C'est pas... en tout cas, moi, j'ai trouvé ça... C'est ça, les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que ça allait vite, là, mais j'étais là. Je m'accrochais. Mais il y a vraiment des épisodes qui sont essoufflants à regarder. Ah, OK. C'est D'accord. vraiment intéressant. Je suis un peu en amour avec Chicago aussi, ce qui ne nuit pas au plaisir que j'ai eu. Bon, ben, c'est bien ça. Voilà, OK. Aujourd'hui, une débandade de haut vol pendant ce temps-là à Laval et des échos des gouverneurs. C'est tellement OK, épisode 362. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Et votre guilleret, chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, messieurs. Allô, Martin! On est tous dans une ambiance ciné-cadeau. Oui. Je m'appelle Alexandre Coupal. Tu sais, c'est un moment décevant. On est dans un match. Puis là, ben, la chaîne débarque. Puis tu sais que tu t'es creusé un gros trou. Puis c'est... c'est tough à ce moment-là que tu gardes
ton mental plus fort que tes émotions. Tu es vraiment challengé. C'est plus dur pour certaines personnes. Il y en a qui sont capables de surmonter ça un petit peu plus que d'autres, mais en général, comme je te dis, je ne m'attendais pas à une troisième période de même. Ah non? Pourtant. Alors, un nom moins, c'est-à-dire un nom, pas un nom moins, mais un bien moins guilleret, Martin Saint-Louis, après la défaite de, attendez un petit peu, de 9-2 c'est ça. Du Canadien. On comptabilise encore les résultats. Là. Un petit peu, c'est ça, l'ordinateur est, il est gelé. On n'est pas capable de se rendre. 9-2, donc la défaite du Canadien au Centre Bell qui accueillait les Pingouins de Pittsburgh. D'ailleurs, un balayage des Pingouins. C'est déjà fini, les affrontements contre les Pingouins. Terminé. C'est plate, il ne pourra pas y avoir de suite à ça. Jacques-Alexis était très fâché. Quand je suis arrivé ce matin, il était il était pas content. Il trouvait que ça n'avait pas d'allure. C'est vrai que, le pointage, frappe l'imaginaire. Moi, j'étais pas fâché. Je sais pas. J'ai trouvé... Hier, en première période, j'ai comme ressenti quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti en regardant le Canadien jouer. J'avais l'impression une impression de normalité. OK. Il jouait au hockey. Non, mais il jouait au hockey, puis il n'y avait pas trop de niaiseries, puis ça avait l'air d'une vraie game. Bon, il fallait pas rester jusqu'en troisième. Mais reste que c'est vrai que j'ai ressenti ça. Vous, quelles sont vos émotions? Parce que Dieu sait que... Moi, plus le match a avancé, plus j'étais inquiet, parce que la façon dont ça se jouait en deuxième période, en fait, j'ai jamais eu vraiment l'impression que le Canadien, même s'il était dans le match au point de vue du pointage, m'a jamais apparu comme étant l'équipe qui dominait, même dans les deux premières périodes, qui avait l'ascendant. Alors, ils m'ont semblé dans les câbles une bonne partie de la soirée, mais là, l'expression consacrée, c'est de dire que la chaîne a débarqué en troisième période. Oui. Le quatrième but en désavantage numérique a fait bien mal. En fait, c'était le deuxième que le Canadien accordait en désavantage dans ce match-là. C'est pas arrivé souvent depuis le début de la saison que le Canadien donne 2 buts en infériorité numérique dans la même rencontre. Ils ont perdu les 3 matchs précédents. Mais là, à partir de ce moment-là, l'équipe s'est complètement dégonflée. Puis, j'écoutais les joueurs après le match. Les mots qui revenaient, c'était inacceptable, gênant. Déception. Et inacceptable et gênant, c'est pas la première fois qu'ils sortent. On est rendu à 4 ou 5 matchs, puis ils sont faciles à identifier, parce que là, t'hésitais avec le score final, puis dire, ouais, 9-2, c'est-tu bel et bien ça? Mais il y a le 7-2 contre les Rangers. Ça, c'était gênant et inacceptable. Le 8-2 contre le Kraken de Seattle, gênant et inacceptable. Le 6-2 contre le Vegas, gênant et inacceptable. Et le 6-3 contre Boston. Bon, il y a eu des buts du Canadien en troisième période qui ont camouflé un peu le score final, mais je me souviens très bien. C'était gênant et inacceptable. Mais là, on dirait que la cadence actuelle... Tu es en train de dire que cette équipe-là est en train de développer une constance. Voilà. Et c'est la constance, c'est ce qui est le plus difficile à atteindre. C'est ça. Alors, il y a matière à réjouissance. Mais là, c'est que pratiquement à tous les 5 matchs, il y a une rechute. Ça sonne tellement bien, là, gênant et... C'est quoi? Inacceptable. Gênant, inacceptable, c'est ça. Ouais. Ça me définit un peu. Mais non, arrête. C'est comme mon tatouage. Pas mon tatouage, mais mon... le titre? Non, mon mantra, ouais, c'est ça. Le titre de ton autobiographie. Mais là, je t'ai interrompu. Non, mais donc, tu disais à chaque 2 semaines... En fait, c'est mon nom, Scout. Marmotte inacceptable. À chaque 2 semaines, on revisite un nouveau chapitre de Gênant et inacceptable. Ouais, c'est ça. En diffusion sur Netflix. Donc, c'est une tendance. Ouais, mais écoute, moi, j'ai vu des bonnes choses dans les 2 premières périodes. Lane Hudson semblait posséder du démon. C'était le diable de Tasmanie. Il était créatif. À un moment donné, il a créé 2 chances de marquer sur la même présence pour... milieu de première période, c'est hallucinant. Sur Dvorak et Anderson. Le Canadien était... Je me souviens avoir dit à Gascon...
c'est la première fois, je pense, que je vois dans un match que le Canadien est l'agresseur physiquement. Malkin s'est fait frapper solidement. Rackle s'est fait frapper solidement. Même Crosby, à un moment donné, s'est fait frapper très solidement. Puis je me disais, à un moment donné, la chicane va... il va y avoir de la chicane, là, parce que ce sont les meilleurs joueurs qui se font frapper. Mais je pense pas que les Pingouins sont trop équipés pour répliquer à ce genre de match-là. Puis, ils reviennent après 2 périodes, c'est 3-2. C'était pas le meilleur match. Il y avait eu beaucoup de temps de possession des Pingouins dans la zone du Canadien. Mais il n'y avait pas eu, au niveau des chances de marquer, c'était nez à nez. On était proche, oui. Et de les voir comme ça, remballer leurs affaires à 5-2, abandonner, ça, c'est troublant parce que là, ça fait 8 fois que ça arrive. J'ai fait une petite recherche ce matin. Là. C'est la 8e fois que le Canadien accorde 6 buts et plus cette année en 29 matchs. J'ai regardé, depuis le début de l'histoire du Canadien, c'est jamais arrivé que l'équipe donne autant de matchs de 6 buts et plus. C'est ça, dans les 29 premiers matchs. OK. C'est un sommet dans la Ligue nationale. Au 2e rang, ce sont les Pingouins, 6 fois. Il y a les Flyers et les Rangers après, je pense, à 5 fois. Et moi, ce que je trouve particulier, ce que je trouve inquiétant là-dedans, c'est que un des critères, une des valeurs qui est mise de l'avant par les dirigeants du Canadien, c'est le caractère dans le recrutement, là, dans les valeurs qu'on met de l'avant. Si tu veux jouer pour le Canadien, ça prend du caractère. On veut une équipe qui a du caractère. Et donc, c'était très étonnant de les voir abandonner comme ça hier. Et on l'a vu souvent cette année. Pour chaque chapitre de gênant et inacceptable, c'est ça qui se passait. Oui. Alors, il y a ça d'un côté. De l'autre côté, je pense qu'il se passe quelque chose dans la Ligue nationale depuis 2 ou 3 saisons. Auparavant, quand une équipe avait une avance confortable avec 10 minutes à jouer, 15 minutes dans le match, l'équipe qui détenait l'avance levait le pied un peu, disait on se concentre à bien jouer défensivement, on écoule le temps. Après ça, on se change rapidement au vestiaire, on prend l'avion, puis on retourne à la maison. Ou on retourne à la maison, simplement, si on est l'équipe à domicile. Et là, ce qu'on voit, ce que je remarque, c'est que souvent, quand les équipes ont une avance confortable, ils appuient encore plus la pédale au plancher, alors que l'adversaire, sachant que l'adversaire n'est plus là. Mon interprétation de ce phénomène-là, c'est que les joueurs réalisent que quand tu viens pour négocier ton contrat, les points que tu as fait quand ton équipe menait par 4 buts sont comptabilisés de la même façon que quand c'était 2-2. Et j'ai jeté un coup d'œil dans la Ligue nationale. Il y a eu 86 matchs de 6 buts et plus cette année. Et c'est un sommet depuis 31 ans. Ah ouais? Oui. Le Canadien a participé. Le Canadien a été fort contributeur, mais encore hier soir, regardez, il y a eu des matchs. Tampa Bay a gagné 8-3 contre Calgary. Ils n'ont pas levé le pied. Edmonton a battu Minnesota 7-1. Alors, moi, je vois qu'il y a quelque chose, il y a une forme de capitalisme là-dedans, dans les équipes qui n'arrêtent pas jusqu'à la dernière seconde. Et hier, on l'a vu clairement dans le match. Quand les Pingouins ont pris l'avance 5-2, puis ils ont vu que le Canadien était au plancher, là, les Pingouins se sont mis à jouer comme si leur vie en dépendait. Là. On roulait 4 trios, puis c'était dans le tapis. C'était leur moment le plus intense du match. Et ils ont complètement écrasé quelqu'un qui était déjà à terre. Alors ça, je trouve ça particulier, mais je voulais porter ça à l'attention. Remarquez-le. Moi, ça me frappe depuis un bout de temps. Je dis, le match est fini. Mène 5-2. Arrête. Ouais. Mais ces points-là, ils comptent encore. Et on a vu souvent le Canadien dans des causes perdues se battre aussi puis revenir. On s'émerveillait un peu de ça. Ils n'arrêtent pas. Mais eux autres aussi, ils savent que l'équipe qui mène par une grande avance, des fois, ne travaille pas toujours à 100%. Puis ces points-là aussi sont importants pour eux aussi. C'est ça. Les 2 buts dans une cause perdante à la fin de l'année, ils sont comptabilisés. Il y a une différence entre être un marqueur de 23 buts et de 18 buts quand tu négocies. Ouais. Où étiez-vous le 22 février 1972? Ah, c'est facile. J'étais pas là. T'étais pas là? J'étais pas là. Non, c'est ça, c'est la dernière fois que le Canadien a donné 6 buts en 3e période. Et il l'a là. Ouais. Il menait 3-1 contre les Rangers de New York. Et puis là, il y a eu la débandade en 3e période. Ça, ouais. Ken Dryden a donné 6 buts en 3e période. Es-tu en train de nous dire que Dryden monte en beau? Même combat. Même affaire. Ben écoute, ils ont commencé la saison de la même manière, hein? Tu sais, le fameux un blanchissage
à domicile au premier match de la saison. Montembeault s'est associé à tout jamais à Ken Dryden. Non, on n'est pas dans la même gamme de gardiens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs à haut pointage. Mais étonnamment, il n'y a pas nécessairement plus de buts au total qui sont marqués jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, comparativement aux deux dernières années. Mm-hmm. C'est assez frappant. Je pensais garder ça pour un autre épisode, mais je vais vous en faire part maintenant. On ne sait pas. Il n'y en aura peut-être pas d'autres épisodes. Il n'y en aura peut-être pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Jamais. YOLO. C'est ça. Carpe diem, mon Dieu. C'est ça, exactement. Alors là, depuis le début de la saison, la moyenne, le taux d'efficacité des gardiens est de 894. OK? Donc, d'année en année, le taux d'efficacité baisse. 894, on n'a pas vu un taux d'efficacité depuis les aussi années 80, bas depuis 1994. Alors, ceux qui jouaient à NHL 94, c'est peut-être parce que c'est un jeu à caractère offensif. Il se marque beaucoup de buts. Mais c'est pas parce que le taux d'efficacité est bas qu'il se marque nécessairement plus de buts, parce qu'il se marque un petit peu moins de buts que l'année passée puis que l'autre année d'avant. OK. La grosse différence, c'est que le taux de conversion des lancers, lui, est dans le tapis parce qu'il est aussi le plus haut depuis 1994. Pour l'instant, on est à 10,6 %. Et ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, historiquement, dans la Ligue nationale, c'est surtout au début de la saison qu'il se marque le plus de buts. Puis à mesure qu'on avance, les défenses se resserrent. Ça se resserre. Alors là, les moyennes les moyennes qu'on a vues jusqu'à maintenant, mais évidemment, c'est sûr que là, on regarde les stats des 2 premiers mois, puis peut-être que ça va se normaliser, puis ça va se redresser. Mais là, pour l'instant, c'est ce qu'on remarque. Donc, c'est un taux de succès, un taux d'efficacité bas chez les gardiens, puis un taux de succès sur les lancers qui est élevé pour les joueurs. J'ai comme l'impression que on attaque différemment, on tire moins, mais on essaie de tirer plus mieux. De qualité. Plus de qualité. Ouais. Cole Caulfield in a nutshell. Incarne ça. Oui, exactement. Ouais. Puis, tu sais, j'en parlais avec Mike Sullivan hier, l'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, puis il dit, ce qu'il faut inclure là-dedans, c'est que les gardiens de but n'ont jamais été confrontés à autant de circulation devant leur filet. Parce que, tu sais, il y a beaucoup... Martin Saint-Louis parle tout le temps du jeu où on revient du fond de la passe qui va ramener la rondelle du bas de la zone jusqu'au haut de la zone, puis est-ce que les défenseurs vont être capables de tirer rapidement au filet? Mais les équipes s'assurent beaucoup de mettre de la circulation plus que jamais pour pouvoir déranger la vie du gardien. Mais je trouve que la façon dont l'attaque se déploie cette année a beaucoup à voir justement avec la qualité des tirs. Et peut-être qu'il y a des aspects de statistiques avancées derrière ça qui ont modifié les stratégies. Mais ça me frappe quand même parce que je trouve que c'est ça. On a l'impression d'une certaine manière de revenir au hockey des années 90. Oui, début 90. Et blague à part, autant positivement que négativement, on peut le vérifier avec ce qu'on voit à Montréal. Cela dit, parlant de chiffres, officiellement, c'est le Canadien qui a le pire différentiel de toute la Ligue. Évidemment, là, avec un petit -7 de plus. Ou enfin de moins. Oui, c'est ça aide pas, là, mais c'est dégelé là. C'est ça. Ça fait, c'est pas beau. C'est pas beau sur les feuilles statistiques. Ça doit être une équipe très frustrante à diriger parce que avant le match d'hier, quand même, dans le dernier mois, presque le dernier mois, le Canadien avait diminué sa moyenne de buts accordés de presque 1,5 but. Ils étaient après le mois d'octobre à 4,13 buts accordés. Ils étaient rendus à 2,75 sur un échantillon de pas loin d'un mois. Là, c'est quand même un échantillon solide. Fait que de constamment voir ton équipe trébucher comme ça, puis de revisiter. Oui, de revisiter la raclée. Un autre épisode de Crime et châtiment. Non, c'est pas ça. Fait que c'est difficile. Puis autre statistique que je trouve incroyable. Tu sais, hier, là, c'est la recette parfaite pour perdre. Samuel Montembeault a accordé des mauvais buts. Le désavantage numérique n'a pas été bon. L'avantage numérique n'a pas produit. Et le Canadien a eu 11 matchs cette saison où l'avantage numérique n'a pas marqué. Il a remporté juste une victoire dans ces 11 matchs-là. Et ça met en évidence les faiblesses de l'équipe à 5 contre 5. Et que
je trouve de plus en plus que cette équipe-là ressemble à l'équipe que dirigeait Jacques Martin en 2009-2010, qui n'était pas bonne à 5 contre 5, qui se forçait pour jouer des matchs le plus serrés possible, puis qui gagnait. Quand elle gagnait, c'était avec son avantage numérique. Et un gardien en forme. Oui, ça prenait un gardien. Parce que Montembeault a été capable de faire plus souvent qu'autrement depuis le début de la saison, mais c'est vrai que hier, c'était pas le cas. Le but du coin de la patinoire là, de Rust, le but, un avantage numérique de Le Temps, d'un angle. Très fermé. Oui. Disons ça. C'est un petit angle. Oui, absolument. Puis je trouve que Mike Matheson aussi s'est fait malmener du côté opposé. Là. Oui. Le besoin d'un défenseur droitier pour jouer au sein du deuxième duo m'apparaît évident. Et déjà que même quand David Savard est là, la question est pertinente. Là, parce que Savard est rendu à ce point-ci de sa carrière plus un défenseur de troisième duo. Voilà, ou du moins c'est ce qu'on observe. Est-ce qu'on assiste à des votes de non-confiance au grand jour? Savard ne jouait pas hier. T'as une brigade, tu le sais que ta brigade défensive est amoindrie et il faut que tu répartisses le jeu différemment, mais Barron a joué 12 minutes, Strobel a joué 12 minutes aussi. Écoute, Strobel, il était censé se faire être laissé de côté. C'était la troisième fois cette année qu'il était rayé de la formation en vue d'un match, puis à la dernière minute, on lui dit « Ouais, mais finalement, tu vas jouer. » Ça fait déjà 3 fois. C'est rendu quand ils disent « Tu joues pas », il dit « Ouais. » On verra! La connaît, celle-là, la connaît. On verra à 7 heures. C'est ça. Mais écoute, dans ces 12 minutes, il a été lamentable. Moi, je suis un pro Jaden dans la vie. Là. Je l'aime bien, ce défenseur-là. On est à la même place. Ouais. Mais là, je m'excuse, mais ça a été difficile. Lui, tu sais, Martin Saint-Louis dit souvent à propos de son équipe, notre bon est très bon, mais quand notre mauvais doit être amélioré, mais Jaden Strobel, c'est ça. Là. Mais le vote de non-confiance envers Justin Barron, c'est parce que c'est ça. Lui, à mon sens, je vous l'avais dit, je pense au camp d'entraînement, je vais me citer. Je pense que j'avais dit que je serais surpris qu'il soit là au premier match, qu'il soit là au début de la saison régulière. Il est encore là. Je pense qu'il est là parce que le Canadien manque de défenseurs droitiers, tout simplement. Mais je pense pas que le Canadien a une grande confiance en lui puis un grand espoir de le faire passer à un autre niveau. Mais tant qu'il est au sein de l'organisation, il est là, puis on va travailler avec lui. Il y a des patins, un bâton. Est-ce que... il est droitier en plus. Est-ce qu'on est mûr? Je sais que, c'est pas toujours un temps évident, puis... on entend que Hughes était justement sur le téléphone, mais est-ce qu'on est mûr là, pour un petit... là, je parle de Kent Hughes, mais tantôt, tu faisais référence aux éditions de 2009-2010 dirigées par Jacques Martin. Qu'est-ce qu'il faisait, Jacques Martin, dans ce temps-là, quand ça allait mal? S'il se faisait pas traverser comme ça, c'est historique. Là. C'est jamais arrivé en 115 ans d'histoire que l'équipe se fasse marquer autant de buts dans autant de matchs dans le premier tiers de la saison. Je ne sais pas comment tu peux... Je sais pas comment tu peux corriger ça. Mais la débandade d'hier ne ressemblait pas à certaines des autres auparavant. Non, dans le sens que c'est pas nécessairement la structure défensive ou la multiplication des revirements. C'est l'abandon. C'est surtout, à un moment donné, c'est que ça devient un abandon. Puis ça, c'est flagrant encore plus que dans les performances précédentes où le Canadien, à un moment donné, a fermé les livres et a dit, bon, nous autres, là, ça suffit. Que ce soit après le 4e but ou après le 5e, dépendant des joueurs, dépendant à qui on parle, dépendant de notre propre évaluation puis du regard qu'on porte, on peut dire que c'est l'un ou l'autre. Mais à partir du moment où Caden Primo est rentré dans la rencontre, c'était déjà fini. Là. Alors lui, il a simplement... c'est ça, il était pas dans une de ces journées là, où il était bon. Pour paraphraser, Gascon... À part les 3 buts. C'est ça. Il a donné 3 buts en 12 minutes, mais dans les 9 minutes où il n'a pas donné de but... C'était très bien. Je reviens dessus juste parce que je l'ai mentionné puis qu'il y a des gens qui auraient aimé avoir une réponse. Est-ce qu'on est mûr pour un quelque chose? Que ce soit un petit changement, que ce soit Kent Hughes, que ce soit... Tu sais, comme... et on en discutait avant que tu arrives, Marc-Antoine, puis on en a parlé souvent dans le balado, là. C'est très évident que Martin Saint-Louis... c'est un entraîneur qui a la conscience du joueur
très à cœur, lui qui a vécu ça et qui a connu ça. Puis c'est très... On a bien compris là, qu'au lieu de laisser un joueur de côté, il va préférer lui donner une autre chance, une meilleure chance. Puis, regarde, c'est une façon de faire. Puis moi, je pose pas de jugement. Mais on sera peut-être mûr pour être... C'est ça, là. Changer un peu. Changer tout ça. Ouais. J'ai mon opinion là-dessus, mais je vais laisser Martin y aller en premier. Écoute, il y a beaucoup... Définitivement, Martin Saint-Louis dirige avec de la façon, je pense, dont il aurait aimé diriger, d'avoir un entraîneur qui communique, qui fait confiance à ses athlètes, qui sanctionne pas inutilement, qui pique pas de crise en conférence de presse et tout ça. Puis les entraîneurs, pour la plupart, font tout ça. Là, sont tous pas mal réservés en conférence. Tu veux pas te créer des ennemis dans ton vestiaire, puis t'as mieux régler les choses à l'interne. Je pense qu'il y a peut-être une question de lucidité aussi là-dedans. Je pense qu'on a fait c'est l'année passée que j'avais sorti une expression un peu rigolote. Là. L'expression normale, c'est on peut pas fouetter un cheval... déjà mort. Un cheval mort. J'avais dit une vache morte, je pense, la dernière fois. Puis, comment dire, avec l'intelligence émotionnelle de tes comparses, on avait beaucoup ri. Oui. Alors, tu sais, si... je sais pas quelle autre image je pourrais employer, mais si ton enfant a des difficultés d'apprentissage à l'école, puis le meilleur pour lui, c'est 55 % et que... C'est ça qu'il fait? C'est ça qu'il fait, ou qu'il fait des 53 ou des 51 %. Si tu le fouettes, est-ce que tu vas améliorer la situation? Ou, moi, je pense que cette équipe-là est capable de faire mieux que ça. Écoute, moi, je pense qu'il y a une question d'évaluation fondamentale de l'entraîneur là-dedans. Parce qu'à un moment donné, tu le perds, ton groupe. Si tu le fouettes et il n'est pas capable de donner plus que ce qu'il donne... C'est un cul-de-sac. Tu t'en vas vers le précipice. Mais je pense que ce groupe-là nous a montré, au cours des dernières saisons, même s'il perdait à répétition, qu'il était capable de sortir avec un effort constant, match après match après match, et de donner le potentiel limité qu'il avait. Là, on est en train de perdre ça. Et ça, je trouve ça très inquiétant parce que ça peut prolonger un calvaire. Ouais. Ça peut faire dévier les choses. Voilà. Ben, depuis le 11 novembre à Buffalo, le Canadien a une fiche de 7-6-1. Okay? Donc, le Canadien est capable de plus que ça? Peut-être. Mais même s'il n'était capable que de ça, moi, je ne m'attends pas à plus. Mm-hmm. Je suis d'accord. Alors là, il faut aussi dire, quand le Canadien perd, il perd de façon violente. Brillante. Mais c'est une défaite pareille. Mais ce n'est qu'une défaite. Après ça, est-ce que si les quatre, s'ils sont pour vivre ce genre de scénario-là à tous les 5 matchs, comment jouent-ils dans les 4 autres? Et est-ce qu'ils vont être capables d'espacer éventuellement ces déboires-là pour faire en sorte que ce soit à tous les 8 ou 9 matchs au lieu? À un moment donné, ce serait déjà une amélioration. Maintenant, tu posais la question à savoir est-ce qu'il est temps pour Kent Hughes de procéder à des changements? Certainement pas derrière le banc. Là. Il va finir Martin Saint-Louis. Non, c'est pas ça. Non, OK, d'accord. Mais pour ce qui est d'aller chercher de l'aide, je trouve que le Canadien est dans une situation où il doit choisir la voie qu'il va emprunter. Parce que d'un côté, je sais, le discours qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est on ne veut pas poser de gestes qui sont susceptibles de bloquer la route à nos jeunes ou d'interférer avec nos plans à long terme. Puis je pense qu'en même temps, si le Canadien devait poireauter dans les bas-fonds du classement puis repêcher parmi les 5 premiers, ça leur dérangerait pas trop. Ils adorent ça. Ils pourraient accepter une année de plus dans cette situation-là. Ouais. Maintenant, la lecture que tu dois faire de ton équipe, c'est à quel point ne rien faire pour aider ce groupe-là peut nuire aux joueurs qui sont là. Parce que c'est pas l'amélioration en vue de cette année qui est importante. Mais par exemple, là, je vais prendre un exemple au hasard. Je vais parler, mettons, de Caden Primo. Si tu dis on va aller chercher un meilleur gardien substitut, c'est pas parce que tu as besoin d'un gardien, parce que des gardiens, éventuellement, tu en as dans l'organisation, puis ta structure,
tu sais, ta profondeur à moyen terme est intéressante. Puis il devrait s'organiser. Mais c'est juste pour dire, on amène un autre gars pour donner une plus grande confiance au reste du groupe. C'est comme, qu'est-ce que tu fais simplement comme ajout à court terme pour améliorer l'humeur des joueurs qui sont en place? Je pense que c'est surtout ça qui est important, plus que de regarder à gagner beaucoup plus de matchs ou à trouver une solution. Tu vas probablement. Les solutions à long terme, on parlait de défenseurs droitiers ou peut-être au centre, qui sait-on jamais. Ça, c'est des choses qui, à mon sens, devraient davantage se régler durant l'été. Mais il y a peut-être lieu de faire des petits ajouts spécifiques qui protégeraient, qui créeraient peut-être une petite isolation à ton noyau sur lequel tu mises à long terme. Alors, je pense qu'il faut que le Canadien choisisse sa voie, à savoir est-ce qu'on va chercher de l'aide à court terme pour cette raison-là, ou on se retient parce que l'aide qu'on veut aller chercher, ça va être seulement dans une perspective à long terme. Ne serait-ce que pour comme changer l'ambiance ou changer la conversation. C'est ça. Puis les sujets abordés ici. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on était de bonne humeur. C'était avant le match d'hier. On était de bonne humeur. On était... c'est ça, le temps des fêtes s'en vient. Ciné-cadeau. Ciné-cadeau. J'ai manqué Astérix et Cléopâtre. C'était dimanche. J'ai trouvé que ça commençait fort. Mais je crois comprendre qu'on peut les regarder n'importe quand là, sur l'application. Là, on parle... Est-ce que tu parles du dessin animé ou du... Je parle du dessin animé. Ben oui. Ah, OK. Le film en live action, je ne l'ai toujours pas vu. Oh my God, c'est drôle. C'est la seule exception de film live d'Astérix qui vaut la peine. C'est le seul, mais il est drôle. Avec le long monologue de Feu. Il y a beaucoup de niveaux d'humour. C'est ça, hein? Ouais. Bon, ben je vais mettre ça. Tu peux le regarder avec tes enfants. Eux vont rire de certaines affaires. Blagues, toi, tu vas rire d'autres. Alors, quand j'aurai fini les 3 saisons de The Bear en 2028, je vais mettre ça à l'horaire. Alors, on a demandé donc via les réseaux sociaux, selon vous, quel est l'aspect le plus positif du jeu du Canadien? Je disais qu'on était de bonne humeur. Lauréat sur Facebook, régulier dans ses défaites. Denis, le partage à 1 devant le filet. Ça, c'est vrai que moi, je m'ennuie pas des 3 gardiens, contrairement à ce que plusieurs pourraient penser. Thierry, sur Facebook, toujours le désavantage numérique. On l'avait noté. Marc dit Hudson et Montembeault. C'est vrai qu'Hudson, on n'en parle pas assez, mais... Quel plaisir. Quel plaisir de voir ce gars-là aller. Là, On essayait de retrouver hier la dernière fois que le Canadien avait eu une recrue aussi talentueuse que ça sur la passerelle. Ben, Piqué Souban. On a remonté jusqu'à Piqué, mais je pense qu'il est supérieur à Piqué. Mais en fait, là où je trouve que Hudson est supérieur à Piqué, ou du moins qui t'en donne encore plus pour ton argent, c'est que les deux sont aussi divertissants, mais Piqué Souban, il posait toujours des gestes qu'à un moment donné, tu roulais des yeux et tu dis, bon, come on. Tu sais, il prenait des risques. C'était un peu... Ouais. Des fois, il y avait des moments un petit peu cabochons. Puis je trouve qu'on n'a pas ça avec Hudson. Il fait des erreurs de recrue, etc. Ouais. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas le côté jambeur trop épais. Puis quand les rares fois, je dirais pas qu'il en beurre trop épais, mais les fois où il prend des. Il tente un jeu qui est effectivement risqué, c'est jamais proche de son but, ou du moins, et il n'y a pas eu tant de conséquences jusqu'à maintenant aussi, ce qui ne nuit pas. Mais non, c'est. Voilà. Quand marquera-t-il son premier but? Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit? Moi, pas du tout. Ça m'est complètement égal. Honnêtement. Je m'en fous. OK, toujours sur Facebook. Ah oui, Raymond dit le passage d'un club hyper défensif à celui d'offensif. Cette transition fait partie d'une certaine reconstruction. Plus intéressant et productif que de jouer la trappe ou de se débarrasser de la rondelle en zone adverse. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas tant insisté, mais c'est vrai que depuis 3 ans, là, cette reconstruction-là cache aussi... c'est une équipe qui veut
être plus offensive qu'elle ne l'était du règne de Carey, Bergevin et consorts. Là. C'est une équipe qui ne gagnera pas tant qu'elle ne sera pas bonne défensivement. Tiens, as-tu compris, équipe? Sur Twitter, Pierre dit être bon en première et deuxième période. Ça a été écrit avant le match d'hier, donc Pierre a des talents de vin. Puis Maxime dit le différentiel de Nick Suzuki, que je n'ai pas vérifié. Bien, c'est parce que ta statistique avant le début de la saison par rapport au premier trio, que le Canadien n'avait jamais eu un joueur sur son premier trio qui avait une saison avec un différentiel positif. C'est ça qui est intéressant avec Suzuki. C'est que malgré tout, et malgré les nombreux buts accordés, puis les dégelés, etc., pour l'instant, son différentiel est positif. Il est à +2. Aïe, ça m'avait échappé, ça. Tu sais, c'est pas banal. Là. Quand tu dis qu'au sein de la même équipe, Kirby Dach est à -21. Ça, tu vois, ça m'étonne moins. Oui, ça m'étonne moins. Voilà, dans un autre épisode de Gênant et inacceptable. Et finalement, sur Instagram, l'avantage numérique et le désavantage numérique. Les unités spéciales, disent Étienne et Vincent. Mais ça aussi, on l'avait remarqué. Et sur le Tube, bonsoir PPP qui dit « La question a mal vieilli ». C'était, bien sûr, après... Lui, après le match. Il a écrit après le match. Après le match. OK. Hey, Marc-Antoine, t'es allé... tu vas à Laval? Ouais, je fais ça. Tu vas là en métro? Non. C'est à côté. Non, OK. Mais non, c'est pas grave, là. J'aurais dû hier. J'aurais dû. Parce que le temps que ça m'a pris à revenir. En plus, mais pense à ça. Ah oui. Pense à ça. Non, moi, je dis ça, c'était pas réfléchi, mais les quelques fois que je suis allé voir soit des matchs, c'est comme... J'en reviens pas à quel point c'est à côté de chez nous. Ouais. Alors que j'habite pas du tout à Laval. Mais bref, que tu as écrit sur Owen Beck, notamment, ça allait tellement bien. Là, j'ai pas tant suivi récemment. Je sais que ça s'est calmé un peu, là, mais c'était un début de saison. Ils ont perdu 5 de leurs 7 derniers matchs. Puis... Ah oui? C'est un petit peu... Comment je pourrais dire? Pascal Vincent n'est pas fâché de ça. Parce que c'est un peu un retour sur terre. Le Rocket avait commencé de façon extraordinaire. Puis à un moment donné, ça donne l'occasion à une jeune équipe de voir comment elle réagit face à un minimum d'adversité. Ouais. Puis dire, OK, de quelle manière on va... L'équipe s'est créée quand même un coussin très intéressant. Mais là... ça montre que ça ne leur sera pas donné tout cuit dans le bec. Ils doivent travailler et retourner un peu à la table à dessin. Mais dans tout ça, c'est sûr que Owen Beck est probablement le principal point positif de cette équipe-là parce que là, il arrive, c'est un joueur recru. On sait que normalement, pour les joueurs recrues, ça peut être difficile de s'imposer dans la Ligue américaine dès leur première saison. Joshua Roy l'a fait au plan offensif la saison dernière. C'est peut-être un petit peu moins évident cette année, mais Beck est joueur de centre qui, lui, ça implique son lot de responsabilités additionnelles, mais c'est le meilleur joueur du Rocket au cercle de mise en jeu. Pour l'instant, il n'est pas utilisé en infériorité numérique, mais ce jour-là va venir. On l'utilise par contre en avantage numérique et il peut être utilisé partout. Il peut être utilisé sur les flancs, le long de la ligne des buts, au centre de l'enclave là, comme bumper. Il a développé une belle chimie avec Jared Davidson, qui est un espoir un peu méconnu. Moi, je l'aime bien. Mais il est à surveiller. Il devrait jouer des matchs dans la Ligue nationale, Davidson. Alors, Beck, je sais qu'en fait, il va tellement bien que là, son nom commence à circuler. Devrait-il faire l'objet d'un rappel? Exactement. Et l'an prochain aussi. Laissez-le là l'an prochain. Oui. Ben, écoute, ça là, sans... Mais je pense qu'il y a du côté de la direction du Canadien une volonté de pouvoir ralentir la cadence à ce niveau-là, puis justement laisser les espoirs plus longtemps. Le vieux cliché, c'est de dire qu'il n'y a aucun joueur qui est resté trop longtemps dans la Ligue américaine avant de graduer. Fait que si le Canadien peut retenir un petit peu ses espoirs puis avant de les lâcher lousses puis qu'ils arrivent dans la Ligue nationale puis qu'ils aient un impact, tant mieux. Peut-être que dans le cas de Beck en particulier, l'échéance des contrats de Dvorak et Evans va changer la donne un petit peu, mais si... Resignez-les. C'est ça, reporter l'échéance ad vitam aeternam. Heinemann est un bel exemple de ça, je trouve, de
maximisation du potentiel d'un joueur ou de dividendes qu'on a tiré en laissant un joueur lui laisser le temps de faire ses classes dans la Ligue américaine. Là, et c'était une préoccupation. Je pense que quand on l'avait rencontré, Kent Hughes, avant le début de la saison dernière, qui nous avait expliqué qu'il ne voulait pas... il pensait que le potentiel offensif d'Heinemann était plus élevé que ce qu'il avait montré jusqu'à présent, puis qu'il voulait lui laisser la chance de développer ça davantage dans la Ligue américaine. Mais Heinemann, c'est une belle surprise. C'est vraiment une belle surprise. Ouais. Avec le temps de jeu limité qu'il a, il a eu 6 buts déjà. Que ce gars-là, éventuellement, il va voler une autre chaise à un moment donné s'il continue à... Ouais. Peut-être sur le troisième trio, éventuellement. Mais je ne le vois pas comme un attaquant top 6. Non, mais je pense que un bon troisième, un bon joueur de troisième trio. C'est surtout qu'il est robuste. C'est ça. Il frappe, il patine bien, un bon échec avant, un bon tir. Il a un bon instinct défensif aussi. Ouais. Puis ça peut être un gars de deuxième unité d'avantage numérique aussi, avec le tir qu'il a. Là. Mais c'est bien ça. C'est bien. Moi, quand j'étais jeune, là, Martin, tu me disais, on parlait des Red Wings, c'était le modèle. Ken Holland était le DG là-bas. Puis, à Détroit, il y a 10 ans, 12 ans, les gars restaient longtemps dans la Ligue américaine. C'est automatique. Hein. C'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Quand Kent Hughes disait, on ne veut pas empêcher, on ne veut pas bloquer un jeune joueur, bloquez-le jeune joueur. Quand le jeune... Il n'y aura pas de perte à ce qu'il joue 40 matchs de plus dans la Ligue américaine. Est-ce que Slafkovský serait un joueur différent? Là, c'est sa 3e saison, là, puis il y a encore de la misère. On n'est pas sûr de son identité. Ouais. Est-ce qu'il serait différent s'il avait joué une année complète dans la Ligue américaine? Ben, c'est parce que quand tu es le tout premier choix au total, oui, je sais. Ça vient avec... Et surtout, tu te souviens-toi, avec toute pas la controverse, là, mais il y avait du mécontentement, que ce soit lui qui soit choisi. Je pense que le contexte joue pour beaucoup. Moi, ça ne serait pas mon exemple préféré, parce que Slafkovský... C'est un dur endroit pour faire ça. À Montréal, oui. Ouais, mais c'est parce Montréal, temps, Ligue nationale. Ouais. En même temps, au mois de mars l'année dernière, aurais-tu posé cette question-là quand il était sur une envolée extraordinaire puis que il était pratiquement à 1 point par match à partir de Noël? Mais je parle de la première année. Je parle de la première saison. Oui, je comprends. Je comprends, mais là, c'est parce qu'on... Quand il tenait toujours son bâton à une main, qui était toujours sur la glace, il avait pas l'air à savoir, il se faisait frapper. Dans un monde idéal, je pense pas que ça aurait nuit. Ouais. Mais on n'était pas dans un monde idéal, on était à Montréal. Mais il y a aussi que je pense que la philosophie de cet état-major-là, c'est de faire de la Ligue nationale une ligue de développement pour son équipe. Et puis de dire, on le sait qu'on n'est pas là encore, mais si le jeune doit apprendre, mettons-le dans le bain, lançons-le dans la piscine, puis il va apprendre à nager. C'est pas toujours la meilleure stratégie, mais entre autres, avec Slafkovský, c'est celle qu'ils ont adoptée. C'est ça. On parle, parce qu'on parle, on n'a rien de concret là, quand on soulève des questions comme celle-là, mais moi, je suis tellement resté accroché au cas qu'on avait vu au premier camp d'entraînement de Jesperi Kotkaniemi, et il y avait Nick Suzuki qui était avec son premier camp, à son premier camp avec le Canadien, où on a gardé Kotkaniemi dans la Ligue nationale, on l'a enveloppé dans la ouate, on faisait attention à toutes les situations de jeu où on le plaçait. Il ne jouait pas beaucoup, il n'y avait pas de responsabilité. Suzuki est retourné dans les rangs juniors, brûlé au total. La Ligue a été en finale, a eu des responsabilités importantes. Et quand il est revenu à l'autre camp suivant, il n'y avait pas photo entre les deux. Puis pourtant, l'autre avait passé une année dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y avait aucune comparaison au niveau de la progression entre les deux. Puis c'est juste parce qu'on parlait de quel point ça a été bon pour Heinemann de jouer. Je comprends que Slafkovský, c'était un premier choix au total, là, mais est-ce que c'est un gars dont le talent sortait par les oreilles au point où tu disais, c'était pas... il était pas prêt. C'était pas Macklin Celebrini, c'était pas... non. Et là, on regarde, on est dans la saison 3, puis est-ce que la fleur a poussé comme moi, c'est un peu la dernière affaire qui m'inquiète. Il y a eu une bonne demi-saison, un bon dernier tiers de saison l'année passée, mais... On dirait que ça s'est évaporé encore. Oui, mais il est encore très tôt. Je sais pas. Moi, moi, je le regarde jouer, puis je me dis, c'est une passe. C'est juste une passe. Je pense qu'il est le joueur qu'on a vu en deuxième demi l'an passé.
Ouais, ben, écoute, j'aimerais ça qu'il répète ce qu'il a fait l'année dernière, c'est-à-dire Ça s'en vient, là. s'illustrer en deuxième moitié de saison. C'est ça qu'il fait. Fait que pour l'instant, je suis pas inquiet outre mesure, mais s'il passe toute la saison comme ça, ça va être plus fatigant parce qu'il n'a pas... il n'y a pas l'excuse d'avoir raté un an d'activité comme Kirby Dach. Là, Ou même Patrick Laine. Puis là, la pression aussi d'un nouveau contrat qui est assez faramineux. L'an prochain. Veux pas, moi, j'aime pas parler nécessairement en fait, de mettre en adéquation la performance d'un joueur ou ses statistiques avec son salaire, mais le salaire est une indication de la façon dont il est évalué par son équipe. Mm-hmm. Aux yeux de l'organisation, il vaut ça. Ouais. Ou à un moment donné, il va valoir ça, à tout le moins. Puis, ben pour l'instant, il ne vaut pas ça. Non. Et tout le monde est au courant de tout ça. Et ça aussi, je pense que ça finit par jouer. Ça peut jouer là, autant dans la tête du joueur qu'à l'extérieur. Prenons quelques minutes pour revenir sur 2-3 échos qu'on a eus. C'était en début de semaine la réunion des gouverneurs, la confrontation des... Non. Bon, 2-3 affaires. Moi, un truc qui a retenu mon attention, parce qu'ils en ont parlé, puis c'est un sujet qu'on a abordé l'an passé en série, à savoir qu'à un moment donné, il y a un plafond salarial pour la saison régulière, puis il y a eu plusieurs exemples. Maintenant, là, Vegas, mais Tampa Bay aussi, où est-ce que, soudainement, pouf, des joueurs à 9 millions reviennent juste à temps pour les séries. Pas qu'on met quoi que ce soit en doute, mais c'est embêtant un peu, puis ça fait... ça crée un déséquilibre. Martin, je me rappelle, tu disais... c'est parce que le plafond salarial, là, ils nous disent que c'est pour la parité, mais c'est du vent, ça. C'est pour empêcher les joueurs... C'est juste pour assurer ça. Assurer le partage 50-50. Reste que moi, tu le sais, je suis un romantique. Mm-hmm. Puis cette idée-là de la parité, ça me plaît. Alors, je suis content qu'ils en parlent. Est-ce que... Parce qu'ils en ont... Apparemment que le sujet aurait été abordé. Est-ce qu'on devrait trouver une façon de faire en sorte que... c'est ça. Là, il y a une cohérence entre la saison régulière et les séries à ce niveau-là. Est-ce qu'ils en parlent seulement pour rassurer les romantiques ou ça se pourrait que ce soit envisagé? C'est parce que ça peut prendre plusieurs formes. C'est sûr que tu peux décider d'appliquer le plafond salarial rendu en séries éliminatoires ou de l'ajuster en fonction des paramètres que tu veux. Mais tu peux aussi, il pourrait décider également de contourner cette problématique-là en disant... si tu n'as pas joué le dernier match de la saison, tu peux pas jouer le premier tour des séries. Et ça, c'est... Je trouve que c'est... Moi, j'aime beaucoup l'idée de... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce que tu veux éviter, c'est les guérisons magiques. Ah, OK, mais moi, c'est pas... est-ce que tu... penses-tu que c'était des guérisons magiques? D'une certaine manière... Il y en a eu? Quand tu penses à Kucherov ou à Mark Stone, en fait, je remets pas en doute le fait qu'ils aient été sérieusement blessés. Je remets pas en doute le fait que dans les deux cas, ces gars-là se sont démenés comme des diables dans l'eau bénite pour pouvoir participer aux séries et être là dès le début. Mais s'ils étaient aptes à revenir au jeu, mettons, au match 76 ou 77, ça aurait placé l'équipe dans une position problématique dans la façon dont ils avaient structuré leur plafond salarial ou leur masse salariale en vue de cette année-là. Fait que si tu veux éviter ce problème-là, tu dis, tu joues pas le match 82. Mais dans ce cas-là, tu joueras pas la première ronde. Dans un cas où le joueur est vraiment rétabli entre le match 82 et le premier match des séries, ça se peut, ça aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée... Ça se peut, mais sauf que ce qui fatigue, la raison pour laquelle c'est un enjeu puis qu'on parle de cette question-là, c'est à cause... Jusqu'à maintenant, on a pris pour acquis que dans tous les cas, le gars avait été... C'était rétabli entre le match 82. Était parfait. Exactement. Le timing était parfait. Alors là, on veut pouvoir se protéger contre le fait que des adversaires pourraient justement, jusqu'à un certain point, sortir un lapin de leur chapeau. Là. Ouais.
Non, puis c'est souvent que ces équipes-là ajoutent aussi un joueur de 9 millions à la date limite des transactions. Alors, Ben, c'est ça. et c'est là que ça... Mais parce que, et ça peut venir avec un paquet de complications, l'idée de dire, écoute, dépasse-le le plafond là, sur papier en série, mais l'alignement sur ça, c'est pas compliqué, là. L'alignement sur la glace, il faut que ça respecte... Ouais. Il faut que les salaires totaux respectent la... Et ça, moi, je vois pas... Ça m'apparaît simple à appliquer. Puis je trouve que ça règle l'essentiel du problème. Ah, mais c'est peut-être... Parce que moi, tu peux avoir cette discussion-là, mais il faut que tu regardes ça va être quoi les effets Corollaire. De ça. Tu sais, tu peux en discuter entre directeurs généraux puis dire, moi, je veux pas que Tampa Bay refasse ça ou que Vegas refasse ça parce que c'est pas juste. Mais en même temps, si tu votes, ça va peut-être se retourner contre toi. À un moment donné, tu vas vouloir te départir d'un gars qui a un gros contrat. Tu vas arriver à la date limite des transactions, tu vas être prêt, puis tu veux exécuter le plan pour améliorer ton équipe, puis il va y avoir personne de l'autre côté. Parce que, ce sont les équipes qui s'en vont en série, qui font ces ajouts-là. C'est les équipes, souvent, qui pensent faire un long bout de chemin quand elles vont aller en série. Puis là, s'il n'y a personne pour t'aider, bien là, ça va faire... Il n'y a déjà pas beaucoup de mouvements de personnel dans la Ligue nationale. Les directeurs généraux sont pris avec des camisoles de force pour essayer de faire bouger leur alignement, de créer du mouvement. Il faut que les montants équivalent et tout ça. Et si ça a pour effet de resserrer encore plus cette camisole de force-là, je ne suis pas sûr que ça va leur tenter de faire ça. C'est sûr que ça ne facilitera pas. Au nom de la parité. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est égoïste de penser comme ça. Non, je parle mais moi, ça me laisse attendre. Je considère pas que c'est... Non, moi, j'aimerais ça que cette idée-là de parité s'applique quand ça compte le plus. Là. J'aimerais ça. Bon. Ben, oui, ce serait... C'est défendable. Bon, puis on se laisse sur une bonne note, les gars. Sachez que c'est la relation, appelons ça comme ça parce que c'est ce que c'est pour l'instant, entre la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs, qui devront renégocier une convention collective parce que celle qui est en cours va se terminer à la fin de la saison, enfin en 2026, donc à la fin de la saison prochaine. Et sachez que les relations sont excellentes, que tout le monde s'entend bien, c'est cordial, on a déjà commencé on en parle doucement, c'est du soft negotiating. On en parle avec douceur, mais ça regarde bien. Ça regarde bien pour régler ça là, sans soubresaut. Moi, Je regarde Martin. Non, mais... Moi, j'ai des réactions assez vives quand je lis ça ou quand j'entends Gary Bettman dire Marty Walsh, lui a compris comment ça marche. Ouais, là, il était écœurant. Le climat de collaboration est extraordinaire. Le leader syndical que j'admire le plus, je suis un ancien président de syndicat, divulgation. Ouais. Le leader syndical que j'admire le plus, c'est Marvin Miller, qui était vraiment le premier au baseball. Vrai leader syndical de l'Association des joueurs du baseball majeur. Il est arrivé en 1966. Mais quand il est arrivé en 1966, le syndicat des joueurs, l'association, c'était un syndicat de boutique. Là. C'était contrôlé par les propriétaires et les joueurs avaient tellement aucune idée du fonctionnement des relations de travail qu'avant de choisir leur représentant, ils allaient voir le commissaire pour dire est-ce que c'est correct si on choisit ce gars-là, est-ce que tu vas bien t'entendre avec lui? Et Marvin Miller, quand il est arrivé, lui, il arrivait du syndicat des travailleurs de l'acier, si ma mémoire est bonne. Et c'est un économiste, un gars brillant qui était très motivé, puis il y a eu un fort effet sur les joueurs quand il a commencé à faire le tour des équipes pour se présenter. Et on lui a posé la question, est-ce que tu vas t'entendre? Penses-tu que tu vas bien t'entendre? Oui. Je vous conseille d'ailleurs sa biographie qui s'appelle « A New Ball Game », qui est un livre incroyable, qui est un livre de sport incroyable. Et Marvin Miller avait répondu « S'il vous plaît, si un jour vous constatez que je m'entends bien avec les propriétaires, sacrez-moi dehors, congédiez-moi sur le champ. Je ne suis pas là pour être leur ami, je suis là pour défendre vos intérêts. » Et là, le groupe de joueurs
du sport professionnel nord-américain qui est attaché avec la convention collective la plus restrictive des 4 sports professionnels nord-américains. Tu as des propriétaires qui font du cash comme ils n'en ont jamais fait. La valeur des concessions, la convention collective est tellement restrictive que la valeur des équipes explose parce que ce sont des machines à imprimer de l'argent. Les propriétaires font des milliards et des milliards juste en accroissement de valeur. Et le partage des revenus est tellement ancré dans les mentalités que les propriétaires ont réussi à faire accepter par les joueurs comme si rien n'était pendant la pandémie. Un acte de Dieu imprévisible qu'il fallait qu'ils repaient les salaires qu'ils avaient eus à ce moment-là. Et là, tu as le directeur de l'association des joueurs, lui, sa solution pour améliorer les conditions de vie de ses membres, c'est dire, là, on va faire courir le hamster encore plus dans sa roue. On va faire... Là, il y a des projets d'ajouter des matchs au calendrier régulier, de faire plus de matchs internationaux parce qu'on va tirer des revenus de ça. Mais les gars, ils continuent de sacrifier leur corps. Là, puis fait que ça va être un partage de revenus 50-50, mais les propriétaires vont s'enrichir davantage au lieu de dire, hey, là... On aimerait ça plus d'argent pour la même corriger les choses, c'est ça. De travail. Alors, tu as comme un représentant syndical. Marty Walsh a été secrétaire du travail du président Biden. Il a été un leader syndical à Boston. Il a été maire de Boston. Mais tu as un gars qui est, disons-le, en fin de carrière. C'est probablement sa dernière planque professionnelle. Directeur de l'association des joueurs, puis qui n'a pas l'air à trop vouloir se casser la tête avec ça. Fait que, tiens Gary, donne-moi ta main, on va marcher main dans la main. Mais en tout cas, personnellement, comme joueur, je serais offusqué de ça parce qu'ils ont... Ils ont donné beaucoup. Ils ont donné beaucoup, là. Ils se sont fait complètement saboter au terme d'un lockout d'une année. Ils ont signé vraiment une mauvaise convention collective. Et là, ça semble être tellement pris comme si c'était un arc-en-ciel et on va marcher vers le soleil avec les propriétaires. Alors, c'est ça. C'est ça mon point de vue. Il y a eu, aux alentours de la pandémie, un mémorandum. En fait, c'est comme un genre d'annexe à la convention collective qui a été apporté. Puis c'est probablement à partir de cette annexe-là qu'on va apporter des modifications en vue de la prochaine convention collective. Mais j'ai l'impression que, étant donné que la Ligue fait énormément de profits, les joueurs estiment qu'à tout prendre, ils y trouvent plus leur compte dans ce contexte-là que de retourner dans un contexte de lockout qui a laissé des grosses cicatrices. Et puis je pense qu'ils n'ont comme pas le goût de retourner là. Fait que dans le fond, je pense pas que ce soit que leur situation soit si mauvaise en ce moment, mais c'est que les négociations précédentes les ont tellement travaillé au corps que là, c'est comme si l'appétit pour pouvoir retourner au front est pas tellement là. C'est comme si, et là, cette réflexion-là émerge à la suite de ce que tu viens de dire, Marc-Antoine, c'est comme si, parce que c'était des lockouts les dernières fois, on s'entend que si les joueurs disaient « là, ça fera », et qu'ils décidaient de faire la grève, mais c'est comme si, c'est ça, ça avait tellement... Les 3 lockouts, en tout cas, ça a sonné comme 3. C'est comme si les séquelles étaient encore là. C'est comme si... Ouais, parce que je perçois ça, moi aussi, dans l'ambiance. Et c'est comme si... Non, parce que là, les joueurs le savent que les proprios, visiblement, là, un arrêt de travail, là, mais ça les énerve. Moi, il y a un ancien employé de l'Association des joueurs qui m'a dit, un ancien conseiller de l'Association des joueurs qui m'a dit, il n'y a aucun conflit de travail, aucune grève qui va pouvoir remettre le dentifrice dans le tube. Le seul moyen qui reste aux joueurs, s'ils veulent obtenir un jour une correction de la convention collective qu'ils ont, c'est la décertification, c'est-à-dire de déposer un document au ministère du Travail des États-Unis pour dire nous ne sommes plus syndiqués, il n'y a plus d'association des joueurs et c'est le libre marché qui s'applique maintenant. Et là, ça, si ça arrivait, là, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de repêchage, que les équipes qui ont plus d'argent offrent plus que formidable. Que quand les contrats se terminent, les joueurs sont automatiquement autonomes, peu importe l'âge qu'ils ont. La vraie loi du marché. Là. Et là, les propriétaires
serait obligé de revenir en rampant et en disant non, écoutez, on va refaire une convention collective parce que s'ils prennent le moyen classique de la grève, c'est ça. C'est peine perdue. Mais en même temps, il y a un dirigeant de la Ligue nationale qui m'a déjà dit récemment ouais, mais là, les joueurs, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de perception. Alors, parce qu'il est. Parce qu'un des enjeux, un des enjeux sur lesquels les joueurs pourraient décider de se battre, c'est de dire est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on va résister à la longueur des contrats? Il y a un débat qui fait rage à savoir est-ce qu'il y aurait lieu de réduire la durée limite des contrats. Pour l'instant, tu signes un nouveau contrat avec ton équipe, tu as le droit à 8 ans. Avec une nouvelle équipe, tu as le droit à 7 ans. Si on voulait reculer ça à 5 ou 6 ans, est-ce que les joueurs pourraient y trouver leur compte? Puis si jamais ça, c'est un cheval de bataille que les équipes pourraient décider de dire, ben là, peut-être dans nos négociations, on pourrait aller gratter puis aller chercher un peu plus de terrain de ce côté-là. Puis, tu sais, Brendan Gallagher a dit, ouais, mais là, il la contrôle déjà, la durée des contrats. C'est eux qui acceptent de nous donner des contrats de 7 ans ou de 8 ans. Fait qu'il n'y a personne qui les force. Puis si c'est pas eux, quelqu'un d'autre nous les donne. Il y a toujours quelqu'un. Alors, ils ont déjà cette possibilité-là. Pourquoi on voudrait l'enchasser dans la convention collective? Alors, il y a quand même des enjeux où le rapport de force pourrait changer, mais la perception des dirigeants, c'est que les joueurs sont en Cadillac, déjà. C'est incroyable. Tu regardes, tu compares avec le baseball majeur, là, qui a exactement 2 fois les revenus de la Ligue nationale de hockey. Regarde les revenus des avec le contrat de Juan Soto. On le voit, là, le gars signe un contrat de 15 ans de 765 millions de dollars, va gagner 51 millions de dollars par saison. C'est une ligue qui a 2 fois les revenus seulement du fait hockey. Plus que 4 fois le meilleur salaire. C'est incroyable, ça. Voilà. Incroyable. Mais les joueurs de baseball, il va gagner 3 fois plus que Ronald Acuna, qui est un meilleur joueur que lui. Ouais. Ah, ça, je l'aurais dit, mais je me suis retenu. Mais je voulais le dire. Mais je me suis dit, je vais laisser Marc-Antoine. Ben oui, c'est sûr. Mais je pensais exactement la même chose. Ouais, ça dépend comment on les évalue. Ouais. Je ne sais pas vraiment qui est qui. Ça va être à suivre, cette négociation, et c'est c'est le mandat que nous acceptons. On fera pas on va l'accepter. Il n'y aura pas on l'accepte tel qu'il est. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Et quel journaliste? Et tout un. La couverture du hockey. Et l'auteur de Gênant et inacceptable. Exactement. Apparaître bientôt. Un nouveau, comment on traduit un téléroman quotidien? Une quotidien, c'est ça. Il me semble que ça fait titre de soap opera. Oui, c'est inacceptable. Mais Gênant. Crime et châtiment, guerre et paix, gênant et inacceptable. C'est tout dans le même... ça sonne comme... C'est ça. Alors, c'est aussi le titre de Coupable vous invite à prendre un verre. Gênant et inacceptable. Vers minuit et demi, ça commence. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Hey, ça m'a fait plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Ce fut un grand plaisir, encore une fois. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin, qui, lui, au moins, a l'énergie de s'indigner devant cette saison-là. T'as raison, Jack. Je te l'ai pas dit tantôt, mais t'as raison. Jacques-Alexis est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.